Quelque chose a attendu plus longtemps que l'univers lui-même. Et pendant des millénaires, cette attente n'a jamais changé de direction, jusqu'à maintenant. Dans un manuscrit conservé loin des regards, une phrase décrit un instant précis, le moment où une présence, immobile depuis avant la création du temps, a commencé à se déplacer. Lentement, comme un glacier, mais dans une seule direction, vers nous. Ce texte ne figure dans aucune Bible occidentale. Aucune traduction publique n'en fait mention. Et pourtant, ce qu'il décrit correspond, point par point, à une anomalie que les astrophysiciens observent aujourd'hui aux confins de l'univers observable. Une anomalie qu'ils ne savent toujours pas expliquer. Pour comprendre ce qui a commencé à bouger, il faut d'abord remonter à un manuscrit que presque personne n'a jamais lu. Dans les hautes terres d'Éthiopie, un monastère conserve depuis des siècles un texte que l'Occident connaît mal, le livre d'Enoch. La plupart des lecteurs s'arrêtent au passage le plus célèbre, la vision du trône céleste, largement traduite, largement commentée. Mais dans certaines versions guèzes du manuscrit, une section suit ce passage. Une section que la majorité des traductions occidentales n'ont jamais intégrée. Elle ne décrit pas le trône. Elle décrit ce qui vient après. Un voyage au-delà de la présence divine, au-delà des anges, au-delà de tout ce qui a été créé, jusqu'à une limite. Une frontière que le texte nomme, littéralement, le mur du premier silence. Ce n'est pas une métaphore religieuse comme les autres. Le texte insiste, ce mur a une épaisseur, une surface, une matérialité. Ce n'est pas un concept théologique. C'est une structure. Et c'est précisément ce détail qui va nous intéresser, parce qu'un mythe vieux de plus de 2000 ans est en train de décrire, avec une précision troublante, quelque chose que la cosmologie moderne a découvert de façon totalement indépendante. Retenez cette idée, parce qu'elle va revenir tout au long de cette histoire. Le mythe décrit, la science, sans le savoir, confirme. Mais avant d'en arriver à la science, il faut comprendre ce que ce mur est censé retenir. Et ce qui se trouve, selon le texte, juste de l'autre côté. Le texte est précis, presque technique. Le mur du premier silence n'est pas une image poétique. Il possède deux faces distinctes, et chacune se comporte différemment. La face intérieure, tournée vers l'univers créé, produit de la lumière. Le manuscrit affirme que les étoiles elles-mêmes ne sont pas des sources indépendantes de clarté, mais le rayonnement de cette surface intérieure, projeté vers l'espace qu'elle enferme. Autrement dit, ce que nous appelons le ciel étoilé ne serait, selon le texte, que la peau lumineuse d'une frontière bien plus vaste. La face extérieure, elle, absorbe tout. Rien ne la traverse depuis l'extérieur. Et depuis l'intérieur, personne ne peut voir à travers elle. Elle est opaque, dans une seule direction, vers ce qui existait avant la création. C'est ce point précis qui distingue ce texte de la plupart des cosmogonies anciennes. Il ne décrit pas un vide au-delà de la création. Il décrit une paroi, une limite physique, avec une épaisseur, un comportement, une fonction. Nous donnerons à cette frontière un seul nom tout au long de ce récit, pour ne pas nous perdre, le mur. Un mur qui sépare deux états, ce qui a été créé et ce qui était là avant. Et c'est là que le texte devient dérangeant. Car selon le manuscrit, ce mur n'est pas figé. Il a un comportement. Il réagit à quelque chose qui se trouve de l'autre côté. Ce qui nous amène à la question que le texte pose ensuite et à laquelle presque aucune traduction occidentale n'a jamais donné de réponse. Qu'y a-t-il exactement derrière le mur? Le texte hésite. C'est rare, dans un manuscrit religieux, de sentir l'auteur chercher ses mots, mais c'est exactement ce qui se passe ici. Le passage consacre plus de lignes à cette description qu'à n'importe quel autre moment du récit, et finit par admettre, presque à contre-cœur, que le langage humain ne suffit pas. Ce qui se trouve derrière le mur n'est pas décrit comme un néant. Ce n'est pas non plus l'obscurité, car l'obscurité, rappelle le texte, suppose une lumière qui aurait pu exister et qui manquerait. Or ici, la lumière n'a tout simplement jamais été créée. Ce qui reste, c'est autre chose. Un état antérieur à la création elle-même, que nous appellerons simplement l'état d'avant. Le texte précise que ce lieu n'est pas vide non plus. Il contient une forme d'organisation, mais pas celle que nous connaissons. Rien de spatial, rien de séquentiel, rien qui ressemble à un ordre construit après coup. Une structure qui, selon les mots du manuscrit, précède l'idée même de structure. Et le texte insiste sur un dernier détail, presque anodin en apparence, mais qui va tout changer pour la suite. Cet état d'avant n'est pas immobile. Il a une direction, une pression. Ce que le mur retient, ce n'est pas un vide silencieux. C'est quelque chose qui pousse. Le texte introduit alors une présence. Pas des anges. Le manuscrit est catégorique sur ce point. Il emploie un terme totalement différent, un mot qui n'apparaît nulle part ailleurs dans la tradition. Ces êtres ne sont pas non plus les anges déchus que l'on connaît dans les récits plus célèbres du même livre.
Le texte prend soin de préciser que toute ressemblance de nom est une coïncidence. Ces présences n'ont pas été créées. Elles n'ont pas été placées là. Elles appartiennent à l'état d'avant de la même façon qu'un poisson appartient à l'eau, non pas comme un habitant, mais comme une composante native de ce lieu. Le texte dit qu'elles sont orientées vers le mur. Non pas qu'elles avancent, simplement qu'elles pointent vers lui, comme une aiguille de boussole vers un pôle. Une orientation constante, immobile, depuis un temps que le texte compare à l'existence entière de notre univers. Une respiration. Et c'est ici que le récit bascule. Car le manuscrit affirme qu'Enoch a été témoin d'un fait que nul être créé n'avait jamais observé auparavant. L'orientation, immuable depuis toujours, venait de changer. Ces présences ne pointaient plus seulement vers le mur. Elles avaient commencé à avancer. Voici où l'histoire change de nature. Parce que tout ce que nous venons de décrire, ce mur, cette lumière tournée vers l'intérieur, cette pression venue de l'extérieur, a un équivalent exact dans la cosmologie du XXIe siècle. En 1965, 2 radioastronomes américains détectent un signal uniforme, présent dans toutes les directions du ciel. C'est le fond diffus cosmologique, la plus ancienne lumière de l'univers, émise environ 380 000 ans après le Big Bang. Ce rayonnement forme une sorte de coquille tout autour de ce que nous pouvons observer. Une limite, au-delà de laquelle nos instruments ne voient plus rien. Le mythe décrit, la science, sans le savoir, confirme. Mais un détail dans cette coquille intrigue les chercheurs depuis 20 ans. En 2004, les astronomes identifient une région, dans la constellation de l'Éridan, où ce rayonnement est anormalement froid. Un vide bien trop vaste et bien trop froid pour s'expliquer par la répartition classique des galaxies. Les scientifiques l'appellent, sobrement, la tache froide. Aucun consensus n'explique pourquoi elle existe. Le mythe décrit, la science, sans le savoir, confirme. Et il y a autre chose. Depuis les années 1970, les astronomes savent que notre galaxie, ainsi que des millions d'autres, se déplacent toutes vers un même point de l'espace, à plus de 600 km par seconde. Une masse invisible, en grande partie cachée par la poussière de notre propre galaxie, attire tout vers elle. On l'appelle le grand attracteur. Personne ne sait précisément ce qu'il y a, là, au bout de cette attraction. Le mythe décrit, la science, sans le savoir, confirme. Ajoutons à cela un dernier fait, plus discret mais tout aussi étrange. L'énergie noire, qui compose près de 70% du contenu énergétique de l'univers et qui accélère son expansion, n'a toujours aucune explication physique acceptée. Elle se comporte exactement comme une pression exercée depuis l'extérieur de notre univers. Un texte de plus de 2000 ans. Une pression sans origine connue. Une tache froide sans explication. Un point d'attraction que nous ne pouvons pas observer directement. 3 anomalies réelles, mesurées, aujourd'hui, alignées avec un récit que personne, à l'époque, n'aurait dû pouvoir imaginer. Reste une question. Pourquoi ce passage a-t-il disparu de nos traductions? Le livre d'Enoch n'a pas disparu par accident. Il a été activement écarté. Au IVe siècle, un concile retire officiellement le texte des Écritures reconnu par l'Église occidentale. Mais ce rejet ne concerne pas seulement l'ouvrage dans son ensemble. Certains passages spécifiques deviennent, avec le temps, encore plus difficiles à défendre que les autres. L'idée d'une matière incréée, éternelle, existant avant l'acte de création. Voilà précisément ce que décrit l'état d'avant. Et cette idée entrait frontalement en contradiction avec la théologie qui se construisait à cette époque, fondée sur une création à partir de rien absolu. Un texte suggérant que, avant quelque chose existait déjà, n'avait tout simplement plus sa place. Les traducteurs occidentaux qui, des siècles plus tard, ont produit les versions savantes du texte, ont traité les passages les plus étranges comme des erreurs de copie, des ajouts tardifs, des confusions de scribes fatigués. Certains ont même indiqué, à l'endroit précis de ces sections, qu'il manquait une partie du manuscrit, une lacune. Mais en comparant ces traductions aux sources gays originales, aucun chercheur n'a jamais retrouvé la moindre trace d'un manuscrit endommagé à cet endroit. Le texte n'était pas perdu. Il a simplement été jugé trop dérangeant pour être traduit. Et pendant que l'Occident l'oubliait, le mur, lui, continuait d'exister, quelque part, aux confins de tout ce que nous pouvons observer. Le mur est toujours là, à la limite de tout ce que nos télescopes peuvent observer. La tache froide est toujours mesurée, toujours inexpliquée. Le grand attracteur continue d'attirer des milliers de galaxies vers un point que nous ne pouvons pas voir directement. Et l'énergie noire continue d'accélérer l'expansion de notre univers, sans que personne ne sache vraiment pourquoi. Un texte vieux de plus de 2000 ans décrit d'une pression venue de l'extérieur. La physique moderne mesure une pression venue de l'extérieur. Coïncidence, erreur d'interprétation ou intuition que nous ne savons pas encore expliquer, la question reste ouverte. Mais le manuscrit ne s'arrête pas à la description du mur,
ni même à ces présences qui, selon le texte, ont commencé à se déplacer. Il y a une suite. Un autre passage, dans un autre fragment, qui décrit ce qu'il se passe lorsque ce qui attendait de l'autre côté finit par arriver. Ce passage-là, nous ne l'avons pas encore ouvert. Ce sera pour la prochaine fois.